Vous écoutez Top Liners, le podcast de l'efficience commerciale par Acheron et Bismart. Décrypter les pratiques du moment, mettre en lumière les leviers de la performance. Des éclairages concrets pour accompagner les décideurs d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Top Liners, le podcast de l'efficience commerciale. Je suis avec mes compères à ma gauche, Laurence Yvon d'Acheron. Bonjour Laurence. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode. Et à ma droite, Frédéric Bonneton. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu et bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Vous êtes tous deux des grands de la direction commerciale. Vous connaissez, vous les accompagnez. Vous avez évidemment une expérience qui va nous permettre d'explorer ces sujets de l'efficience, de l'engagement, de la conduite, on va dire, de la stratégie commerciale. On a parlé dans un premier épisode de qu'est-ce qui devait nous amener à repenser un modèle de rémunération. On a effleuré le sujet des objectifs et il faut qu'on se concentre dessus pour ce deuxième épisode. Alors, une première question. Qu'est-ce qu'un bon objectif, chers amis? En fait, on a parlé du plan de rémunération. Moi, ce que j'ai envie de te dire tout de suite, c'est que le plan de rémunération, c'est d'abord un sujet d'objectif. Parce que un bon objectif, c'en est un qui va lui aussi te motiver. Donc, la première chose que les commerciaux se posent comme question, c'est même pas combien je vais gagner. Ils regardent et ils se disent « Ah, combien on attend que je fasse cette année? Est-ce que je peux le faire ?» Ensuite, si je peux le faire, ok, si je le fais, combien tu vas me rémunérer? Mais le premier sujet, d'abord, c'est un sujet d'objectif. Moi, je les compare toujours à une équipe de grands sportifs. Et donc, le sujet, c'est, ok, est-ce qu'on va se mettre à courir? Est-ce que ça vaut la peine? On est quand même dans un contexte un petit peu incertain pour rester positif, quoi. Mais je pense que la première des questions à se poser, c'est l'objectif. Et du coup, est-ce que les commerciaux se sentent en capacité de l'atteindre? Sinon, on ne va pas prendre la course, quoi. Mais attends, c'est quand même assez dingue. Tu as tout à fait raison, c'est du bon sens, on le comprend. Et en même temps, ça veut dire quoi de ne pas prendre la course? Tu sais, c'est l'image du coureur qui fait du saut à la perche. Et puis, j'en sais rien, je ne connais pas exactement leurs aptitudes en saut à la perche, mais j'en sais rien, ils sautent 3,50 m. Bon, tu le mets à 3,52 m, 53, 54, 55, il court toujours plus vite. Et puis, tu lui mets à 4,30 m. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser la perche, il va s'asseoir sur le tapis, il va attendre que ça se passe. Ça se traduit comment dans une boîte des commerciaux qui posent la perche? Parce que... Alors, je n'ai pas d'action chez Basic Fit, chez Signe et Gaumont, mais ça va se traduire à faire autre chose que ce que tu attends d'eux, parce que c'est pas la peine et que personne n'est là pour se faire mal. Donc, je pense que c'est la première des questions à se poser. Peut-être un peu de précision sémantique, tu vois, parce que quand on dit objectif, souvent en français, c'est deux choses. C'est le niveau à atteindre et puis parfois, c'est l'indicateur ou le critère. Donc là, Laurence parle bien du niveau à atteindre. Donc, on va partir du principe que tu as des indicateurs ou des critères à atteindre, et ensuite, il faut fixer des niveaux. Donc, ce qu'on appelle fixer l'objectif, effectivement, s'il est trop haut, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est que tu as des systèmes de rémunération sans objectif. Ok. Système de commission, dès que tu signes, tu touches. Donc là, la question ne se pose pas. Bon, il se trouve qu'il y en a de moins en moins parce que tu veux piloter tes commerciaux, donc en général, tu vas leur donner des indicateurs et tu vas leur donner des objectifs. Voilà. Et donc, je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs, Mathieu, mais... Non, on était sur ça, justement. Qu'est-ce que ça veut dire de poser la perche, pour reprendre la métaphore de Laurence? Qu'est-ce que c'est qu'une équipe commerciale qui joue pas le jeu, quoi? Parce que ça paraît difficilement envisageable. En fait, ça pose une deuxième question qui est le mode de calcul de rémunération. Parce que si tu fixes un objectif très, très, très haut, mais que tu commences à payer à 50% de l'objectif... C'est vrai. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Bon. Si tu fixes un objectif normal et que tu payes à 98%, c'est pareil, tu vois, tu as des effets induits qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur les comportements. Et ça dépend de ton historique et de ta capacité à avoir un track record, ce qu'on appelle un historique sur l'indicateur en question. Il faut aussi avoir un objectif, je crois, sur lequel je peux contribuer. Un vrai objectif en rapport avec ma performance. Ouais. Ça peut paraître bête, mais on en parlait au premier épisode, vous parliez d'EBITDA. Si encore une fois, on est dans une boîte peut-être sous LBO qui regarde beaucoup la rentabilité, s'il faut qu'on fasse 20 millions d'EBITDA en fin d'année, mais que je ne suis pas en charge des costs et des expenses... Ouais. Alors ça dépend de la finalité de ton système. Si ton système de rémunération a vocation à être pédagogique, éducatif, en disant il faut que tout le monde comprenne qu'on est dans le même groupe, il faut que tout le monde comprenne qu'on est solidaire, très bien, tu mets de l'EBITDA. Mais il faut que tu oublies l'aspect motivation.
Parce que c'est pas motivant, parce que c'est tellement loin de ce que font les commerciaux, que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, pas que les commerciaux, d'ailleurs, souvent. Si tu veux un système de motivation, alors oui, tu as raison, il faut ramener l'indicateur, et non pas l'objectif, proche de ce que je suis capable de faire. Par exemple, qu'est-ce qui nous permet d'éviter au maximum la frustration comme, justement, indicateur? Le premier des sujets, déjà, c'est de le donner à l'heure. Tu vois, avant de se prendre la tête sur les indicateurs, les KPI. Bon, il arrive que tu rencontres des entreprises qu'on réunisse et tu leur demandes un 30 mars combien ont été capables de... Ouais, ça te fait sourire. Combien ont été capables de distribuer leurs objectifs. Sur une population, une vingtaine de personnes, il y en a 2 qui l'avaient fait. Donc, ça veut dire qu'il y a 18 entreprises sur 20 qui, le 30 mars, n'ont pas distribué les objectifs. Le commercial, pour le motiver, on va trouver mieux, si tu veux. Et ça peut être beaucoup plus long que ça. Alors, le sujet, il part souvent du budget de la finance, qui est un autre processus qui fait bien souffrir les entreprises, que je connais bien. Mais une fois que le budget est distribué à la direction commerciale, il va falloir couper le gâteau, pour donner une tranche à chacun. Et là, il ne faut pas passer encore 6 mois à couper le gâteau et à leur demander s'ils ont assez faim ou s'ils vont pouvoir finalement manger tout ça ou pas. Et tu sais, le fameux top-down, bottom-up, là où on va passer du temps à réconcilier la faisabilité du terrain avec ce que la finance nous a demandé, parce qu'elle a confiance en nous. OK, mais ça doit se faire extrêmement rapidement. Donc, évidemment, je vais te refaire un clin d'œil à l'innovation pour être capable de modéliser tout ça rapidement, drafter plusieurs scénarios, en reparler avec ton CFO et rapidement prendre la bonne simulation, la bonne picture, pour parler avec du franglais, et être capable ensuite de le répartir à chaque contributeur de façon équitable, juste, qu'on va pouvoir expliquer, communiquer, pour embarquer tout le monde dans le sujet. C'est ce que vous faites chez Acheron. Ouais. Et on voit bien d'ailleurs que sans l'outil, ça devient compliqué, parce que tu ne peux pas avoir un système simple. Sinon, c'est simpliste. Je te donne un exemple. Le budget a dit plus 10%, j'ai donné plus 10% à tout le monde. Évidemment, c'est un non-sens. Entre un commercial qui est surperforme, le 10% sera inatteignable, et celui qui est mauvais, c'est super facile. Et donc, il va falloir amener un peu de sophistication dans ton système pour pouvoir avoir quelque chose d'équitable et qui crée de la motivation. J'entends qu'il est possible de demander aux commerciaux ce qu'ils en pensent. Évidemment, c'est une bonne façon de co-construire les objectifs, mais et là aussi, même question, est-ce qu'il y a des façons de faire? Quels conseils vous donnez, soit en tant qu'éditeur, soit en tant qu'expert et consultant et formateur, aux directions commerciales qui se demandent, tiens, cette année, comment je fais pour améliorer cet échange avec les directions commerciales, avec les commerciaux, les managers, pour leur demander de valider ces objectifs pour le faire ensemble? Déjà, j'ai envie de te dire, c'est premièrement une question de leadership et de proximité. Donc, des managers commerciaux dans toutes les strates intermédiaires, de à quelle distance ils sont de leur terrain. Normalement, ils n'ont pas énormément besoin de questionner chacun, qui pourrait être un dialogue qui dure un temps infini. Puis en plus, chaque contributeur va t'expliquer qu'alors lui, attends, mais c'est la misère sur son territoire. Moi, lui, c'est il va spécial. pouvoir faire un tout petit objectif cette année, mais qu'il lui faut un très gros territoire. Donc, on connaît bien toutes ces chansons-là, on les a chantées soi-même. Mais je pense qu'avec la proximité, tu es au courant de ce qui va se passer, et on a une bonne intelligence de la répartition entre les secteurs, les métiers, les territoires géographiques, et aussi intégrant le phénomène humain, puisque c'est bien sûr tout ça est à la clé de sol. Donc le premier sujet, c'est de la proximité, c'est de la motivation, c'est de les embarquer. Puis ensuite, bien sûr que le dialogue se fera avec la finance, mais c'est souvent la finance qui a le dernier mot. Et heureusement, il faut un gardien du temple, il faut un skipper à bord d'un bateau. C'est toujours la même idée. Genre. Après, tout ça est vrai, et à partir du moment où tu les connais bien, tu peux appliquer des méthodes, si tu veux, de fixation d'objectifs, qui sont techniquement, qui fonctionnent. Tu sais qu'il a des nouveaux clients, des clients existants, des clients spéciaux, il a du pipe, il a un taux de transformation. Grosso modo, normalement, à 3% près, tu es capable de fixer l'objectif. Et sinon, tu as d'autres méthodes qui consistent, ce qu'on appelle la forecast accuracy, c'est-à-dire la précision de la prévision. Et tu peux rémunérer le commercial à la précision de son engagement. C'est-à-dire, s'il dit « Ah non, je ne vais pas y arriver », qu'il fait plus 150%, il touchera beaucoup moins que si tu avais dit « Je vais faire 150%. » Ok. Et donc là, ça l'incite à jouer franc jeu. À jouer franc jeu, exactement. Mais c'est diabolique. Non, mais en tout cas, ça permet, c'est efficace, ça permet de clarifier les choses. Absolument. Qu'est-ce qu'un objectif alors, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'un bon objectif? Qu'est-ce qu'un objectif mauvais, voire dévastateur pour la motivation des équipes? Déjà, qui est inatteignable.
comme on revient à l'image initiale, qui ne te paraît pas équitable. Tu sais, des entreprises où on t'en parlait de baronnie, où ce sont toujours les mêmes qui ont les bons portefeuilles, etc. C'est pas très motivant, et notamment pour les jeunes chasseurs qui rentrent, etc. Et puis, tu sais, c'est un petit peu l'image des chaussures, quoi. C'est une paire de chaussures qui te fait pas mal aux pieds. Donc, c'est un objectif dans lequel tu te sens confortable, où tu te sens concerné, où tu as envie de contribuer. Et donc, tu vas y aller, quoi. Au final, c'est ça le bon objectif. C'est celui que tu as envie de faire et que tu vas aller chercher, voire de dépasser. Chez toi, Fred, la pire chose que tu as vue, en tout cas les choses que tu déconseilles vraiment. Dis donc, C'est il faut ouvert, hein. écrire un livre. Mais on écrira peut-être. Peut-être on va faire ça. Mettez-nous en commentaire si vous le souhaitez qu'on écrive un livre. Ouais. Sur la rémunération des commerciaux, il y a vraiment beaucoup de questions de contexte, tu vois. Parce que le pire pour un commercial, c'est ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire finalement, j'ai pas d'impact, ou alors il y a quelque chose qui dépend pas de moi et qui vient d'arriver. Et c'est voilà. Alors quand c'est dans son avantage, ça va toujours, mais quand c'est des avantages, il y a... Voilà. Et c'est toujours la motivation, c'est une connexion effort-récompense. D'accord ? Donc, si tu demandes un énorme effort avec une toute petite récompense, ça ne fonctionne pas. Et éventuellement, si tu as une grosse récompense pour un petit effort, bon, ben là, c'est la direction qui a un petit problème. Voilà. Après, on va revenir sur nos effets pervers, si tu veux. Donc, voilà. On a vu le dernier podcast. Tu as la temporalité aussi. Tu sais, on est dans un contexte quand même qui est extrêmement changeant. Donc, je reviens à l'image bête de mes chaussures. Et si les chaussures se mettent à te faire mal aux pieds au cours de la promenade, il va peut-être falloir la repenser. Donc, pardon pour l'image un peu basique, mais en clair, on est dans un environnement dans lequel les entreprises peuvent être amenées à repenser leurs objectifs en cours d'année. Et là aussi, il faut être capable, avec les équipes de support à la vente et avec la direction et le COMEX, rapidement, de redéfinir, de resizer les objectifs pour tout le monde, de les redistribuer, qu'ils soient expliqués, encore une fois, lisibles, compréhensibles, et surtout que ça réagisse extrêmement rapidement. Donc là, c'est sûr que je pense que la meilleure solution, c'est pas de le faire dans Excel et de le distribuer par mail. Il y a d'autres idées. Surtout quand j'ai en parler, mais il faut pouvoir réagir. Et je pense dans le contexte dans lequel on est, avec des changements de taxes et tout le contexte économico-politique dans lequel on est, il faut être capable de réagir extrêmement rapidement et de leur expliquer. Surtout qu'un changement de stratégie, ça s'accompagne souvent de beaucoup de discussions dans l'entreprise, sans parler de moments de flottement lorsque ça met un peu de temps à se mettre en place, mais il faut au moins être très clair sur les changements et les faire bien comprendre pour aligner la strat et l'exec. Exact. Tu parles de temporalité. Si tu es dans le retail et que tu vends tous les jours, toute la journée et que tu as une prime à l'année, tu vois bien qu'il y a un décalage effort-performance qui est désagréable. Mais cette histoire de stratégie, ça me fait penser, petite devinette, on n'est pas dans le confinement, tu mets tes commerciaux en chômage partiel, ils reviennent, tu es à la moitié de l'année, évidemment tes objectifs sont dans les chaussettes. On a vu, nous, 3 types de réactions. La boîte qui dit rien, c'est pas de notre faute, donc les commerciaux, ils ont un retard de 40%, donc est-ce qu'ils posent la perche ou pas? Okay. Tu as ceux qui disent, on divise les objectifs par 2, et dans ceux-là, tu as 2 types, tu as ceux qui disent, on divise les objectifs, mais on laisse le même montant de prime, ou on divise les objectifs par 2, mais évidemment, la prime est divisée par 2. Alors, à votre avis, quelle est la bonne méthode? Ça dépend de quel côté on se place. Et voilà, c'est toujours pareil. Quand qui tu poses la question. Mais c'est vrai que est-ce que c'est possible, mais tu vas nous le dire, dans la première situation, donc d'être fair et de dire, dans la deuxième, je divise les objets, mais je divise également les primes, mais en même temps, ils auront travaillé avec la même intensité sur les 6 mois restants. Oui. Parce que tu as divisé par 2, pas par 4. Oui. Donc il reste la moitié de l'année pour faire la moitié des objets. Exactement. Donc je fais quoi alors? C'est un vrai sujet. Hein. Et dans les 2 boîtes qui ont fait ça... C'est pas 2 boîtes, je te fais un panel général de toutes les boîtes. Quelles sont celles qui ont marché le plus? C'est une bonne question, franchement. C'est difficile. Moi, j'ai pas tenu de stats a posteriori, si tu veux. Je suis juste tombé sur ces 4 figures qui sont des visions managériales, en fait. Il n'y a pas de réponse technique, tu vois. Après, ça dépend comment tu accompagnes. Mais voilà, tu vois, ce raisonnement que tu viens d'avoir, c'est un raisonnement d'un commercial. Attends, j'ai la moitié de l'année, si je fais l'objectif, je touche 100%. Oui, mais n'empêche que tu as ramené que la moitié de valeur pour la boîte. Donc moi, je suis DG, je te dis, tu ramènes la moitié de valeur, normalement, tu as 0, puisqu'à 50%, tu as 0, tu commences à toucher à 80. Je suis sympa, je te rabaisse le truc, donc déjà, c'est bien, tu touches quelque chose. Ou alors, si tu es équipé d'une solution qui te le permet, je regarde Laurence, tu peux dire, écoutez, cette année, on fait péter ce qu'on avait mis en place, c'est 5 points pour tout le monde, de tout ce que tu vends. Haute stratégie. Et pour cette année, c'est exceptionnel. À Covid exceptionnel, situation exceptionnelle, vous prenez 5 points, il y aura des effets d'aubaine, avec ou sans plafond. D'ailleurs, le plafond,
Parce qu'on parle des objets, mais Oui. le plafond, la rémunération plafonnée, j'imagine que dans un monde où on va chercher la top line, c'est contre-intuitif de mettre un plafond. Il y a un effet bénéfique à mettre un plafond? Alors, je pense que le sujet, c'est avant tout de savoir quel est l'objectif de l'entreprise et après quoi on court. C'est toujours il n'y a pas de réponse par défaut. C'est de prendre plusieurs modèles. Tu vois bien que tu es en train de challenger différents modèles pour prendre une décision éclairée. Et les entreprises sont face à ça avec les COMEX, de savoir quelle modélisation on va choisir pour quel impact. Alors, tu as l'impact positif que regarde le directeur commercial, qui est monsieur Topliner, et qui lui dit, bah, alors attends, à partir de maintenant, on double les coms, et puis on déplafonne, hein, comme ça, tout va bien se passer. Et puis, tu as ton gardien du temple, EBITDA, le CFO, qui lui va dire, j'aimerais bien qu'on en reparle un peu, parce qu'effectivement, il faut que ce soit, si je te donne de l'argent en plus, combien tu vas me ramener en plus en termes de top line. Donc, cet équilibre entre le haut et le bas de ton PNL qui doit être effectivement calculé. Alors, tu peux, à un moment, lâcher les chevaux, ouvrir les vannes pour atteindre un objectif stratégique, de gagner une part de marché, te mettre dans un pays sur une nouvelle ligne de produits. Mais il faut le prendre comme un investissement et il faut toujours, bien sûr, regarder l'équilibre que tu as entre la top et la bottom line, mais c'est tout le propre du PNL. D'où l'intérêt aussi d'avoir les moyens technologiques, d'avoir des conversations éclairées entre la finance, la direction commerciale, la RH, qui est une partie prenante extrêmement importante dans ces sujets-là, et d'être capable de calculer les impacts, de les simuler et de décider ensemble la meilleure solution pour l'entreprise. Je crois qu'il n'y a pas de lapin sorti du chapeau qui va te répondre pour tout le monde. Ouais. Quand tu discutes avec les dirigeants de boîtes cotées, ils te disent, en gros, j'ai 2 types de commerciaux dont j'ai horreur. Celui qui dit « Ah, je vais pas y arriver » et qui fait 150%, et celui qui dit « Je vais faire 200% » et qui fait 50%. En fait, il dit « Moi, j'annonce au marché, je vais faire plus 5, je veux faire plus 5. Je veux pas des gars à 200%, ça ne m'intéresse pas. Donc, je capte mon système de REM des commerciaux. C'est pas compliqué. Alors, évidemment, comme je sais qu'il y en aura à 100, d'autres à 80, je vais aller jusqu'à 120. Mais je vais pas décaler. Donc, c'est une des grandes raisons du cap. Et la deuxième raison, c'est que si je veux que mon commercial, il vende aligné sur la stratégie de la boîte et qu'il vende tous les produits. Il faut un cadre. Non, mais c'est surtout que si je déplafonne, il peut faire son chiffre d'affaires et ses commissions sur un seul produit. Et donc, il n'applique pas la stratégie. Donc, c'est une raison aussi pour laquelle je l'oblige à tout vendre s'il veut optimiser son système de REM. Qu'est-ce qu'un mot-clé qu'on vous a demandé de préparer un petit peu, comment se construisent les leviers de motivation, les moteurs de motivation pour qu'on ait envie, je reprends une citation de Laurence, de se lever à 5h du mat pour y aller à fond. Question ouverte, vous avez pas 3 heures, mais vous avez 2 minutes. Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement simple. Déjà, c'est atteignable, motivant, rémunérateur, et qui va m'offrir une reconnaissance positive. Parce qu'il y a la rémunération, mais il y a aussi comment tu vas communiquer, travailler l'esprit d'équipe, et puis mettre les gens sur le podium et les valoriser par rapport à ce qu'ils ont amené à l'entreprise. Je pense que là, on a les ingrédients de la recette qui fonctionnent. Alors, je mettrais ambitieux à la place d'atteignable, parce qu'en fait, les gens aiment le défi, ils ont envie d'aller, tu vois. Ils se lèvent pas. Si tu es sûr de l'atteindre, t'es pas motivé. Tu vois, si je te donne un objectif, tu es sûr de l'atteindre, bah, tu te lèves pas à 5h du mat, tu es sûr de l'atteindre. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un niveau d'ambition, mais tu as raison, il faut que ce soit réaliste, évidemment. Et il faut que l'effort que tu me demandes, que la récompense soit la hauteur de l'effort demandé. Voilà, ça c'est juste essentiel. C'est-à-dire que je vais pas me lever à 5h du matin pour 45 € à la fin de l'année. Merci en tout cas pour ce point sur la motivation qui nous emmène tranquillement vers l'épisode 3 de Top Liners où nous allons parler tous ensemble de gamification et de compétitivité. À tout de suite, vous êtes sur Be Smart for Change.